L'enregistrement est le direct. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20h de ce lundi 18 janvier 2021 sur Fête d'Afrique Télévision. Au sommaire de ce journal, l'école, depuis sa création, est considérée comme un lieu qui permet à un enfant de s'instruire, de se sociabiliser, de développer des aptitudes qui lui permettront d'être un modèle dans la société. Malheureusement, chaque année, le temple du savoir au Cameroun est entaché de sang. Du sang versé par certains de ces apprenants en quête du savoir. Nous en parlons dans ce journal. En 8 ans, l'Africa Foot, instance fêtière du football au Cameroun, est en passe de connaître un 3e comité de normalisation à la veille du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations qui a débuté le 16 janvier dernier au Cameroun. Le tribunal arbitral du sport a rendu public un communiqué dans lequel il a annulé l'élection de Seydou Mbombo Njoya, élu en décembre 2018 à la tête de la Fédération camerounaise de football. Les détails, c'est dans ce 20h. L'Indonésie a été frappé par un violent séisme qui a fait de nombreux morts. Des fouilles pour retrouver les derniers survivants sont en cours, ainsi que l'aide humanitaire. Madame, Monsieur, voilà pour les titres, les développements dans un instant. Nous le disions en titre, plus de 200 familles habitant le lieu-dit Fret Aéroport ont été délogées de leur domicile par des engins de démolition. Entre inondations et évictions forcées, de nombreuses familles camerounaises dorment de plus en plus à la Belle Étoile. Carole Necroix. Des parpaings broyés, des fils électriques traînant à même le sol, des conduits d'eau cassés, tel est le nouveau visage de ce quartier populaire de Douala, dit Fret Aéroport, à la suite d'un déguerpissement forcé le 9 janvier dernier. Une éviction qui a plongé les habitants de cette zone dans une consternation totale. Ces derniers accusent les autorités de les avoir déguerpis sans sommation. Quand elles ne sont pas accusées d'avoir construit sur des sites appartenant au domaine foncier de l'État ou sur des sites d'entreprises privées au nom de certains projets structurants tels que l'agrandissement de certaines voies d'accès ou la construction de certaines entreprises, des centaines de familles camerounaises n'ayant pas où se recaser dorment à la Belle Étoile. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ce phénomène d'éviction forcée est légion au Cameroun. Selon la plateforme des collectifs des victimes et potentielles victimes des évictions forcées au Cameroun, plus de 200 familles sont victimes d'évictions forcées à Douala, capitale économique du Cameroun. Dans le rapport publié par cette plateforme, en 1986, 908 familles sont jetées dans la rue dans le cadre du prolongement du boulevard de la République et de l'axe lourd Bépanda dans les quartiers Bonateki, Bonabassem et Bépanda. Ce jour, en dépit du fait que le montant de leur indemnisation est connu des victimes, rien n'a toujours été fait ni pour les indemniser ni pour les recaser. En 2017, dans le cadre de son extension à Lorbesour, l'université de Douala devait exproprier 300 familles. Mais le 10 mars 2010, c'est plutôt 560 familles qui sont retrouvées sans domicile. En 2013, entre avril et mai, les habitants de l'axe Ndokoti PK14 avaient à leur temps fait les frais de cette démolition dans le cadre de l'élargissement de la chaussée. Le village Komba dans le 4e arrondissement de Douala a lui aussi été touché à la demande de la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles du Cameroun. Cette éviction, qui s'était faite aux premières heures du matin sous une pluie battante, est conduite par l'ancien préfet du Vouri. Ce dernier avait également instruit le sous-préfet de Douala 3e à mener la destruction du quartier d'Iboum 1 du 20 au 22 août 2014, pratiquement dans les mêmes conditions déshumanisantes et sur la demande, une fois de plus, de la Maxi. Et depuis novembre 2014, 875 familles ont été chassées de leur habitation dans le cadre de la construction de la pénétrante de est de la ville de Douala. Des évictions aux conséquences incalculables. Sur le plan social, plusieurs personnes sont décédées, laissant épouses, époux et surtout les enfants dans le dénuement et l'incertitude totale quant à leur avenir. Des familles ont ainsi été disloquées, déshumanisées ou appauvries, des chefs de famille humiliés. Sur le volet culturel, des lieux de culte ont été profanés, des écoles détruites, de même que des centres de santé, laissant des populations sans repère, des enfants sans scolarité. Et sur le plan économique, plusieurs investissements ont été réduits en poussière, le salaire d'un dû labeur réduit en néant, des branchements d'eau et d'électricité
détruits, faisant perdre aux entreprises concessionnaires de potentiels clients. Tout cela ne serait pas arrivé si les autorités administratives et municipales avaient joué à fond leur rôle d'encadrement, de prévention ou de sensibilisation des populations. Elles se comportent aujourd'hui comme si les seuls responsables de cette dérive étaient les sinistrés. L'école, depuis sa création, est considérée comme un lieu qui permet à l'enfant de s'instruire, de se sociabiliser, de se développer également ses aptitudes qui lui permettront d'être un modèle dans la société. Malheureusement, chaque année, le temple du savoir au Cameroun est entaché de sang, du sang versé par certains apprenants en quête du savoir. Leslie Feba. Qui vient remettre au jour la problématique des violences en milieu scolaire. Le 14 janvier 2021 marque le triste anniversaire de la mort du jeune enseignant de mathématiques en cours d'intégration, le feu Ndjomi Tchakounté Boris Kevin, âgé de 26 ans, froidement poignardé par son élève et qui rendra d'ailleurs l'âme quelques minutes plus tard dans un centre hospitalier de l'université de la capitale politique camerounaise où il avait été admis pour des soins. Quelques mois avant, soit le 29 mars 2020 au lycée bilingue de Deido, pendant la remise des bulletins de notes marquant la fin du deuxième trimestre, le jeune Biero Tsanou sera également poignardé par son camarade de classe au sein de l'établissement. Quelques heures après, il rendra l'âme. Des scènes de ce type sont pratiquement devenues légion dans les établissements scolaires, donnant l'impression que les armes blanches font partie des fournitures scolaires. Sinon, comment expliquer qu'un élève se retrouve dans l'enceinte d'un établissement avec une lame de rasoir et un couteau? Dans l'un de ses traditionnels discours pendant la célébration de la fête de la jeunesse, le président de la République avait présenté la jeunesse camerounaise comme étant le fer de lance de la nation. Au fil du temps et au regard de toutes ces violences enregistrées sur l'étendue du territoire national, l'on pourrait croire qu'un voile sombre plane sur cette jeunesse. Sinon, comment comprendre ce changement brusque de comportement de cette jeunesse qui est appelée à assurer la relève des adultes? La vulgarisation des réseaux sociaux, les séries télévisées et les web-séries transmettant de plus en plus des messages obscènes, la promotion de l'homosexualité, la promotion de la vie facile, les viols, la musique obscène, les violences, le sexe, les drogues et l'alcool ne sont que quelques facteurs qui pourraient expliquer la recrudescence des violences en milieu scolaire. À quelques jours de la célébration de la fête de la jeunesse, ne serait-il pas important d'interpeller toutes les entités qui entrent dans l'éducation des enfants, notamment les parents, les enseignants et les encadreurs spirituels, afin de développer des stratégies pour sauver cette jeunesse camerounaise qui s'éteint à petit feu? Les 4000 sacs de riz offerts par la société Orca dans le cadre de la riposte de la Covid-19 au Cameroun ne cessent de faire des chougas au sein de la communauté nationale et internationale. Pour mettre la lumière sur cette affaire, le chef de l'État camerounais a instruit une mission de contrôle du contrôle supérieur de l'État pour analyser la gestion des fonds alloués à la lutte contre le nouveau coronavirus au ministère de la Santé publique. Liliane Fouguet. 4000 sacs de riz de 25 kg chacun. C'est le don offert par le groupe Orca aux personnes affectées ou infectées par la Covid-19. Ce don avait été reçu par le ministre de la Santé publique en présence du ministre du Commerce, Luc Magloire Baga à Tongana. Selon des informations rendues publiques par Manaouda Malachi, cette importante cargaison a été remise aux personnes concernées par le truchement des gouverneurs des différentes régions depuis le 29 avril 2020. Une sortie qui a suscité de nombreuses réactions au sein du corps social, et parmi les plus virulentes, celle de l'honorable Jean-Michel Nithieu, parce que certaines de ses autorités affirment jusqu'à date n'avoir rien reçu. On se souvient que lors de son passage à la télévision nationale camerounaise, Manaouda Malachi avait dit ne plus être en possession des sacs de riz depuis le 29 avril 2020 et que tous les dons reçus ont toujours été présentés au cours d'une cérémonie. Comment comprendre ce mystère qui continue de planer autour de la distribution du riz d'Orca? Une sombre affaire qui éclabousse malheureusement le gouvernement de Joseph Diangoté, qui d'ailleurs avait demandé qu'une enquête soit ouverte afin d'établir la vérité. Une enquête qui aurait accouché d'une souris. Y a-t-il eu détournement autour des dons offerts par les magasins Orca? Une question qui laisse songeur plusieurs observateurs. Et le président de la République camerounaise, quant à lui, veut mettre la lumière sur cette affaire. À cet effet, Paul Biya a déployé une mission du contrôle supérieur de l'État qui se joue depuis quelques jours au ministère de la Santé publique pour passer au peigne fin la gestion des fonds alloués à la lutte contre le nouveau coronavirus. Le 11 janvier dernier, le chef de la dite mission avait par ailleurs saisi le directeur d'Orca par correspondance afin que ce dernier mette à sa disposition tous les éléments relatifs aux dons en sac de riz. Dans cette lettre, le chef de mission avait demandé de transmettre le courrier en réponse dans les 112 heures après réception au bureau de la mission situé à la salle des conférences du secrétariat d'État chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies du ministère de la Santé à Yaoundé.
Pour le bon déroulement de la circulation routière dans la capitale économique Douala en période du Chant Total 2020, les autorités de la ville ont établi un plan de circulation bien précis pour éviter les bouchons aux différentes délégations. Ce plan est entré effectivement en vigueur depuis hier dimanche. Savior Ngassa nous en dit plus. En vue de parfaire au bon déroulement du championnat d'Afrique des Nations de football, les autorités de la ville ont pris des dispositions au niveau de la circulation routière pour des rencontres programmées au complexe sportif de Japoma. Les équipes officielles, délégations partant de leurs différents lieux d'hébergement, emprunteront la nationale numéro 3, dont la pénétrante est de la ville de Douala, qui sera ouverte à partir du carrefour Marché des Fleurs jusqu'à l'entrée triomphale du complexe. Le but étant pour les autorités de la ville d'assurer la fluidité totale de la circulation des usagers de la ville. Le point de traversée de ces différents itinéraires sont prévus au carrefour Camwater, carrefour Marché des Fleurs, échangeur Nelson Mandela, carrefour des Billes, carrefour Marché Ndogbassi, carrefour Hari et carrefour Yassa. Des déviations se feront au pont sur la Dibamba, à Total Colbon et au carrefour Marché des Fleurs. Ainsi, les usagers de la route désirant se rendre à Edea ou effectuer le mouvement inverse emprunteront la voie des déviations Dibamba, Niala, Colbon et poursuivant leur chemin par Total Logbaba ou PK12. Les usagers en provenance du côté ouest de la ville de Douala, c'est-à-dire Bonabéry, désirant se rendre à Edea ou inversement, auront le choix de passer par Rond-Point d'Eido, soit par Ndokoti, soit par Bonamoussadi. Ceux des arrondissements de Douala 1er, 2e et 3e, désirant effectuer le même mouvement, passeront par le tunnel de Koti ou Bonamoussadi. Pour ce qui est des rencontres disputées au stade de la réunification de Bipanda, les équipes officielles, délégations et autres personnalités partant de leurs différents lieux d'hébergement rallieront les stades suivant l'itinéraire. Carrefour ancienne direction des douanes, carrefour soudanaise, carrefour ancien d'Alip, carrefour mobile Bonakwamouan, carrefour Feu Rouge Bessengue, carrefour 3 morts, entrée secondaire du stade. Pour cet itinéraire qui sera également isolé, des points de traversée sont prévus au carrefour soudanaise, équipement, Douala-Bar, salle des fêtes d'Aqua et mobile Bonakwamouan. La circulation sera déviée à partir de l'ancienne direction des douanes, ancien d'Alip, Feu Rouge Bessengue, carrefour Agip. Ainsi, les usagers venant de Bonanjo désirant se rendre à Douala 5e passeront par le boulevard Leclerc ou la Liberté. En tout état de cause, la circulation pourra être modulée en fonction des mouvements de cortège pour faciliter la mobilité des usagers de la route. Elle sera progressivement rétablie dès la fin des rencontres et le retour effectif d'acteurs à leur lieu d'hébergement. À titre de rappel, ce plan de circulation sera appliqué des rencontres de football au stade Japoma et Bepanda à partir de 14h ou 17h, selon qu'elles débuteront à 17h ou 20h. En moins de 8 mois, la FECAFOOT, instance fêtière du football au Cameroun, est en passe de connaître un troisième comité de normalisation. À la veille du coup d'envoi, se souvient-on du championnat d'Afrique des Nations qui a débuté le 16 janvier dernier au Cameroun. Le tribunal arbitral du sport a rendu public un communiqué dans lequel il a annulé l'élection de Seydou Mbombo Njoya, élu le 19 décembre 2018 à la tête de la Fédération camerounaise de football. Carole Nekwa. L'annonce est certainement tombée comme un coup de massue sur la tête de Seydou Mbombo Njoya et son staff. Alors que la FECAFOOT joue un rôle important dans l'organisation du CHAN, Seydou Mbombo Njoya ainsi que son comité exécutif sont dans l'obligation de céder leur place. Dans une lettre du tribunal arbitral de sport, le juge de sport basé à Lausanne a déclaré recevable l'appel du club de l'AS Olympique de Menganga qui avait saisi l'instance juridictionnelle afin de demander l'annulation de l'ensemble des résolutions de l'Assemblée générale élective qui avait installé Seydou Mbombo Njoya à la tête de la FECAFOOT. Le club avait accusé le comité de normalisation qui gérait la FECAFOOT depuis l'invalidation déjà de l'élection de Tombi Aroko en 2017 d'avoir enfreint certaines dispositions des statuts de 2009. Face à cette décision du tribunal arbitral de sport, la Fédération internationale de football association a donc décidé de suivre les recommandations de l'instance juridictionnelle. Dans une interview accordée à la CIATV le 16 janvier dernier, le
président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré, je cite, « Le TAS a pris une décision annulant l'élection de l'équipe dirigeante de la FECAFOOT en place dans un souci de continuité de service, devait procéder aux amendements statutaires. Le TAS a pris une décision annulant l'élection de l'équipe dirigeante de la FECAFOOT actuellement en place. En même temps, le TAS a décidé que l'équipe dirigeante actuellement en place, dans un souci de continuité de service, devait procéder aux amendements statutaires nécessaires et de procéder à une nouvelle élection. C'est ce qui va se passer. Il faut respecter la décision du TAS. C'est l'équipe dirigeante actuelle qui va mettre en place cette décision. » Des déclarations du président de la FIFA qui ont fait sortir l'ancien secrétaire général par intérim de la FECAFOOT, Abdourahmane Baba Amadou, de sa réserve. Sur sa page Facebook hier dimanche 17 janvier, on pouvait lire « Au Cameroun, la FIFA nage en pleine science-fiction. Ne faudrait-il finalement pas commencer par normaliser la FIFA elle-même? Question à 1 franc suisse. » Le président du parti camerounais pour la réconciliation nationale, l'honorable Cabral Libi, quant à lui, a indiqué sur son compte Twitter le 15 janvier dernier qu'il faut restaurer la fierté nationale et à cet effet, il a déclaré que cette fois, il est candidat pour présider la normalisation du football camerounais. La FECAFOOT, dans un communiqué signé le 16 janvier dernier, a dit prendre acte de la sentence du 15 janvier 2021 du TAS et des précisions de la FIFA afférentes à la continuité du service. Elle a informé les acteurs du football et ses partenaires qu'elle entend se conformer et appliquer la décision du TAS et les prescriptions de la FIFA. Elle a appelé les acteurs à la sérénité et les a assurés de sa détermination à travailler dans le sens des intérêts du football. La FECAFOOT a lancé un appel au rassemblement de toute la famille afin d'orienter toutes les énergies au développement du football camerounais. En rappel, depuis 2 ans, la fédération a essuyé plusieurs plaintes dont des plaignants situent des dommages et intérêts à près de 5 milliards de francs CFA, soit 92 millions d'euros. Washington se barricade avant l'investiture de Joe Biden, la capitale fédérale des États-Unis en état de siège depuis que la garde nationale et toutes les forces de police du district de Columbia ont été mobilisées. La vie autour du Capitole s'est quelque peu figée. Liliane Foggen. À 48 heures de l'investiture du nouveau président des États-Unis d'Amérique, le cœur des institutions démocratiques américaines se transforme en véritable camp retranché. C'est dans une capitale désertée, quadrillée par l'armée, que Joe Biden et Kamala Harris vont prêter serment mercredi prochain et devenir président et vice-président des États-Unis. Les rues de Washington sont bouclées depuis samedi 16 janvier. Le FBI a prévenu tous les services de police de se préparer à la présence de manifestants potentiellement armés. Ces derniers sont convaincus par les accusations de fraude massive répétées sans preuve par Donald Trump depuis la victoire du démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle du 4 novembre 2020. Toutes les dispositions en matière de sécurité ont été prises à Washington ainsi que dans d'autres villes américaines pour ne pas revivre le 6 janvier dernier où le Capitole avait été pris d'assaut par des partisans de Donald Trump. La police du Capitole, critiquée pour sa gestion de l'attaque du Capitole, est maintenant équipée de fusils d'assaut appuyés par les renforts militaires qui rassurent des riverains encore sous le choc. Même le Secret Service, habituellement chargé de la protection du président des États-Unis, est venu renforcer le dispositif. Les violences du 6 janvier dernier au Capitole à Washington, jour de la certification de la victoire de Joe Biden, ont traumatisé une partie de l'Amérique, mais aussi galvanisé certains partisans de Donald Trump, faisant craindre de nouvelles violences. Dans l'actualité internationale du week-end écoulé, l'Indonésie a été frappée par un violent séisme qui a fait de nombreux morts. Des fouilles pour retrouver les derniers survivants sont en cours, ainsi que de l'aide humanitaire. La Tunisie et le Soudan ont connu des manifestations meurtrières ces jours. Et en Ouganda, Yoweri Museveni, l'homme au pouvoir depuis 35 ans, a été réélu devant Bobi Wine au premier tour pour un 6e mandat. Thierry Blanchard-Sob revient sur ces abondantes actualités. Tout d'abord, en Ouganda, Yoweri Museveni a été réélu pour un 6e mandat avec 58,6% des voix à la faveur du scrutin présidentiel du jeudi dernier contre moins de 35% pour son principal adversaire qui refuse d'accepter ce verdict des urnes du fait des fraudes observées. C'est un mandat de plus pour celui qui dirige depuis 35 ans l'Ouganda. Ses partisans avaient déjà étalé leur confiance la semaine dernière quant à la victoire de leur leader. Ce président, qui autrefois dénonçait les dirigeants africains qui veulent rester trop longtemps au pouvoir, est aujourd'hui dénoncé par une partie de la jeunesse du pays qui l'accuse de s'accrocher également au pouvoir.
C'est un deuxième jour de manifestation que les Tunisiens ont vécu dans la ville de Siliana, où la police a répliqué au jet de projectiles des manifestants par des tirs de grenades lacrymogènes. Depuis vendredi, plusieurs habitants de la ville de Siliana, située au nord-ouest de la Tunisie, et d'autres villes du pays dénoncent des agissements d'un policier dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux tunisiens. Dans cette vidéo, l'homme en tenue crie et pousse violemment un berger dont le bétail serait entré dans des bâtiments officiels. Au Soudan, au Darfour occidental et dans la capitale Al-Genaïna notamment, les affrontements ont eu lieu samedi, occasionnant la mort de près de 50 personnes. Il s'agit des affrontements opposant la tribu Al-Masali aux nomades arabes d'Al-Genaïna. Avec la recrudescence des violences tribales et surtout le retrait annoncé des troupes de l'ONU et de l'Union africaine, de nombreux habitants du Darfour craignent que le conflit qui dure depuis 18 ans augmente à nouveau en intensité. Et pour terminer cette page internationale, l'Indonésie a été frappée par un séisme meurtrier de magnitude 6,2 vendredi dernier 15 janvier. À l'heure où tous s'activent pour retrouver les derniers survivants, le bilan officiel hier dimanche s'élevait à 60 morts. De nombreuses habitations ont été détruites et les survivants ont trouvé refuge sous des abris de fortune. Des vivres et des équipements d'urgence sont arrivés par avion et par bateau, mais la distribution est rendue difficile par les mauvaises conditions météorologiques dues aux fortes pluies. Les hôpitaux qui n'ont pas été détruits sont également débordés. Madame, Monsieur, c'est sur cette série d'informations groupées pour nous par Thierry Blanchard, SOP, des informations du week-end écoulé, que nous mettons un terme à ce journal, cette édition du 20h. Merci de l'avoir écouté. Un bonsoir tout à fait particulier à toute la communauté des malentendants et des sourds qui suit avec beaucoup d'intérêt cette session d'information sur la première télévision inclusive et du vivre ensemble émettant depuis le Cameroun. Madame, Monsieur, retrouvons demain quand il sera exactement 20h. Bonsoir.